Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs et vos idées de sortie pour le week-end. Vous le savez, au programme des expositions à ne pas rater, du théâtre, de la musique ou encore du sport. Mais tout de suite, place à notre invitée. Tout de suite avec elle, nous parlons d'art et de peinture. Alors tous les 2 mois, dans le cadre du projet Artistes d'ici, la médiathèque de Saint-Exupéry de Voisins-le-Bretonneux propose une exposition à découvrir. Et en ce moment, c'est Emmanuelle Mercian de Miller qui est à l'honneur, et ce jusqu'au 28 février. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes artiste peintre. Alors peut-être pour commencer, vous pouvez présenter un petit peu vos œuvres que vous proposez en ce moment à Voisins-le-Bretonneux. Tout à fait. Alors je propose une trentaine de tableaux, de la peinture à l'huile essentiellement, sur un thème d'art floral, avec quelques personnages également. J'ai aussi beaucoup de diptyques qui sont donc une articulation entre la réalité que l'on voit et une évocation plus onirique de ce que l'on peut percevoir. Ouais, des diptyques, en fait, c'est 2 panneaux, c'est ça qui se complètent l'un Voilà. l'autre. Hein. C'est ce qu'on voit un petit peu sur les images. Oui, tout à fait. Et pourquoi justement cette volonté de faire toujours des diptyques, ces deux comparaisons de 2 arts différents? En fait, la peinture figurative, donc la peinture figurative, c'est ce que l'on peut, on peut comprendre ce que l'artiste a voulu peindre. La peinture figurative, pour moi, était très intéressante, mais au bout d'un moment, j'ai eu besoin de la prolonger dans une forme abstraite, tout en gardant l'origine de cette abstraction, et donc faire un dialogue entre ce qui est dit et reconnaissable par tout le monde, et quelque chose qui est plus évoqué, plus du thème du ressenti, de l'évocation intérieure. D'accord, donc en fait vous mêlez un peu la réalité visuelle et les perceptions, c'est un petit peu ça Tout finalement? à fait ça, tout à D'accord. fait ça. Je reprends la même palette, les mêmes couleurs, mais je vais reprendre par exemple des formes, je vais faire des répétitions de formes, de rythmes, et de telle sorte que le tout soit articulé de façon harmonieuse. D'accord. Est-ce que vous êtes inspiré d'artistes ou de courants artistiques particuliers? Alors j'aime beaucoup les artistes contemporains américains, car ils ont une palette très vive, très gaie, enfin ceux qui m'inspirent, qui sont profondément figuratifs également. C'est quelque chose qui est plus difficile à voir en France, et avec une fraîcheur de ton qui me plaît beaucoup. On le voit sur les images qui sont en train d'être diffusées justement, c'est beaucoup de couleurs, de fleurs, vous l'avez dit. Pourquoi cette volonté de beaucoup de couleurs, de ces fleurs qui se répètent dans vos tableaux? Alors, j'aime énormément on est dans un monde un petit peu terne aujourd'hui, on peut le dire au regard des événements de ces derniers jours, et je pense que l'artiste a besoin d'apporter quelque chose de plus qui fait du bien aux gens, et qui élève un petit peu l'énergie intérieure des personnes. Là, on parle de vos œuvres, on va peut-être revenir un petit peu sur votre parcours. Alors, c'est à l'âge de 27 ans, lorsque vous travaillez dans une société informatique, donc qui n'a rien à voir, que vous décidez de vous lancer. Que s'est-il passé? Alors, il s'est passé que donc je travaillais à la Défense dans les grandes tours, et le sens de mon travail, je perdais un petit peu de vue le sens de mon travail. Et je me souviens très bien de ce jour particulier où j'ai eu une BD de Peter Sechuiten dans les mains. Et je me suis mis à recopier un dessin. Et alors là, j'ai eu une bombe atomique qui m'est tombée dessus. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Et là, j'ai donc entamé un processus de transition qui a été assez long, et pour me dégager du monde classique et aller plus vers une vie artistique avec l'acquisition des compétences, etc. Petite anecdote quand même, apparemment vous avez posé au départ un congé de 4 mois pour partir en Australie, ça s'est transformé en 4 ans. Voilà. C'est vrai qu'en partant, ça. j'avais quand même rendu mon appartement, j'avais réglé tout ce qu'il fallait, et de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, d'expérience de vie, ça s'est prolongé un petit peu plus longtemps que ce que j'avais imaginé. Donc vous êtes parti en Australie, vous êtes parti également en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, en Thaïlande, en Inde, un peu partout. Qu'est-ce que ces voyages vous ont appris finalement? Alors une ouverture sur le monde, une ouverture sur d'autres formes d'autres formes de pensée surtout.
j'avais toujours quand même le fil conducteur de mes voyages, ça a toujours été la peinture. Donc j'ai rencontré des artistes en Nouvelle-Zélande, j'ai fait des stages en Nouvelle-Zélande, j'ai vécu avec des artistes, des communautés d'artistes en Indonésie, j'ai été rencontrer des artistes en Thaïlande, en Inde aussi. Ça a toujours été le fil conducteur. Mais c'est vrai que pour vivre pendant ces 4 ans, il a fallu aussi que je trouve des moyens de subsistance. C'est pour ça que ça a été un petit peu long parce qu'il fallait à la fois que je puisse générer de quoi voyager pour pouvoir peindre. Et alors votre technique a évolué aussi durant ces voyages et grâce à ces voyages, votre technique de peinture et d'artiste? Ah oui, tout à fait, parce que j'ai rencontré... Alors moi, je suis partie plus dans l'idée de faire de l'aquarelle parce que c'est un médium assez léger et pratique. Et au final, je me suis quand même rendu compte que voyager, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous changez de pays, il faut réapprendre une langue, il faut réapprendre des us et coutumes qui vous sont totalement inconnus. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que pour vraiment apprendre à peindre de façon sérieuse, Paris, c'était quand même un super endroit. Donc, je suis rentrée à Paris. Très bien. Et justement, vous avez installé votre atelier tout récemment dans la vallée de Chevreuse. Tout à fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'artiste? Alors, donc je peins, je fais des expositions, je suis représentée par des galeries au Havre, dans la galerie Pascal Frémont, à l'île de Ré, dans la galerie François Giraudot. Mais j'enseigne aussi, j'aime énormément enseigner. Et donc, en ce moment, j'enseigne au Cercle d'art de Maurepas, pas loin d'ici. J'enseigne principalement de l'huile, mais je fais aussi du pastel. Et je donne des stages de pastel par ailleurs. Pastel qui n'est pas représenté dans cette exposition parce que c'est assez difficile de mélanger les deux médiums. Très bien. Alors, l'exposition Artistes d'ici, donc je le répète, c'est jusqu'au 28 février à la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry à Voisins-le-Bretonneux. Et ce samedi 17 janvier, l'artiste de cette exposition, donc c'est vous, vous serez présente de 15h à 18h pour des rencontres et des démonstrations. C'est bien cela, vous serez présente ce samedi? Tout à fait, je serai présente et je pourrai... j'apporterai de mon matériel. Si les gens veulent que je fasse une démonstration, c'est avec très grand plaisir parce que j'aime... Dans la peinture, il y a deux choses. Il y a le ressourcement qu'apporte la peinture, mais il y a le plaisir de la transmission et le plaisir de parler de son art. Et la rencontre avec le public, pour moi, me nourrit énormément, ainsi que la transmission technique, émotionnelle de ce qu'est la peinture. Très bien, espérons qu'on ait donné envie aux gens de venir. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup. On continue cette édition, quant à nous, avec d'autres expositions à ne pas rater ce week-end. Le festival de BD d'Angoulême démarre le 29 janvier et en prémisse, la médiathèque Jean Rousselot de Guyancourt propose en ce moment une exposition consacrée aux super-héros. Les images sont signées Patrick-Jacques de Dixmude. À la médiathèque Jean Rousselot de Guyancourt, les super-héros sont de sortie pour une exposition présentée jusqu'au 31 janvier. Mais d'abord, c'est quoi un super-héros ? Un super-héros, c'est quelqu'un qui est doté de super pouvoirs et qui n'existe pas dans la vie réelle, mais auquel on aimerait bien ressembler. Quelqu'un qui a de la bravoure, qui ose défendre les autres, qui apporte des services, qui aime les autres aussi. Du pain sur les planches, pourrait-on dire, pour Batman, Superman, Wonder Woman, qui n'ont qu'à bien se tenir. Mais les super-héros, c'est aussi une notion plus vaste. Le comics et le super-héros, c'est des domaines qui sont des fois moins connus, moins mis en avant en France, peut-être. Dans la bande dessinée, c'est la bande dessinée américaine surtout. Et puis le héros, le super-héros, je crois que c'est des choses qui sont d'actualité. Et on peut être un héros très connu et un héros anonyme. Enfin, la notion du héros, elle est intéressante, je trouve, au XXe siècle, enfin 21e même. Une notion d'autant plus forte en cette période que le héros actuel s'appelle Charlie. Des affiches et des panneaux pour expliquer le sens du super-héros des grandes firmes américaines aux productions françaises. C'est donc à découvrir jusqu'au 31 janvier à la médiathèque Jean Rousselot. En bonus, une collection de bandes dessinées et de figurines proposées par un adhérent de la médiathèque. Et nous restons dans l'univers de la bande dessinée. Jusqu'au 31 janvier, la médiathèque Aimé Césaire de la Verrière propose une exposition autour des mangas.
L'occasion de découvrir les précurseurs, les séries cultes et les différentes approches entre les pays asiatiques. À noter pour les passionnés, la médiathèque compte 2242 ouvrages de manga, très exactement. Et le week-end prochain, Bruno Rouanet animera un atelier de création de bande dessinée de 15h à 17h. Exposition toujours cette fois-ci créée par des élèves et pas n'importe lesquels. Il s'agit en effet des élèves les plus confirmés du Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Ils présentent actuellement leurs œuvres. Louise Elbois et Élodie Moine se sont rendus sur place. Ils sont amateurs, mais eux aussi ont le droit à leur exposition. Depuis 8 ans, le Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux leur donne les moyens de montrer ce qu'ils savent faire grâce à l'exposition Peinture Volume. C'est le travail des élèves depuis le mois de septembre. Donc certains ont travaillé effectivement déjà au moins 3 mois sur les toiles ou sur leur sculpture. Et puis d'autres ont encore même du travail à poursuivre encore un petit peu. Cette exposition, c'est aussi un moyen de désengorger celle de fin d'année, surchargée par l'imagination des artistes. Le Conservatoire des Arts compte près de 700 élèves. Leurs œuvres montrent les aspects techniques et la progression réelle des élèves depuis maintenant 14 ans. Cette année, ils ont choisi tableau, trompe-l'œil ou encore sculpture. L'ensemble que vous avez là, la série des portraits, ils sont partis effectivement d'une photo. Ils ont travaillé uniquement avec des comédiens de la Comédie Française. Alors il y a vraiment cette volonté de travailler sur l'aspect très scénique également. C'est pour ça qu'en regardant les portraits, ils sont placés de façon un petit peu particulière dans l'espace. Il y avait cette volonté-là de travailler sur le portrait, avec cet aspect également fini, non fini. Certains ont encore un petit peu des traits au fusain, d'autres n'ont pas de cou, donc donnent une image un petit peu flottante et puis un peu étonnante sur la toile. L'exposition est à voir et à revoir au Conservatoire jusqu'au 20 janvier. Allez, quelques dates pour les amateurs de théâtre à présent et direction tout de suite Guyancourt pour un match d'improvisation théâtrale. Ce samedi 17 janvier à 20h30, l'équipe junior de l'association À pas de géant, appelée les Improchables, rencontre les Gadgets de Reuil-Malmaison. Et l'enjeu est de taille car il s'agit d'une épreuve du championnat des Yvelines. Comptez 3 € pour l'entrée. À Voisin-le-Bretonneux, la compagnie Garde-Fou propose une création inspirée d'une œuvre d'Umberto Eco. Comment ne pas parler de foot? Comment éviter les maladies contagieuses? Une chercheuse au CNRS et son assistante vont faire la lumière sur tous ces comment qui envahissent l'existence. Elles seront sur scène ce samedi 17 janvier à 21h à la salle de la Tour. Voici un extrait. Comment manger en avion? Parmi les nourritures salissantes, on a les spaghettis bolognaise, le goulash, le gratiné à peine sorti du four, ou le consommé bouillant servi dans une tasse sans encre. Et si on fume de la main droite? Secouer la cendre à la gauche de son épaule gauche nécessite un ensemble d'opérations complexes, entre autres détourner le regard de la route. Et si la voiture roule à 180 km/h, se servir du cendrier en ayant une seconde distraction équivaut à commettre le péché de sodomie avec un camion. Les auteurs de ces notices menteuses ont appris depuis leur plus tendre enfance que lorsque l'on doit dire quelque chose, il faut dire tout ce que l'on sait et rien que ce que l'on sait, ni plus ni moins. Donc c'est pourquoi à la rubrique contre-indication, on lit souvent allergie à l'un des composants du produit. Alors en d'autres termes, cela veut dire que si vous prenez ce médicament et qu'aussitôt après vous vous écroulez à terre avec de la bave verte à la bouche et un encéphalogramme plat, cela signifie que vous devez interrompre le traitement. Et tout de suite la page musique de cette édition. Elle est harpiste, elle s'appelle Isabelle Olivier et sera à la ferme de Bel-et-Bas ce samedi 17 janvier à 18h. Nicolas Gervais l'a rencontrée. Fameuse harpiste ouverte aux sonorités jazz, elle présente un projet d'opéra avec des musiciens français et américains, un projet adapté du Baron Perché d'Italo Calvino. Pour nous parler de cet hymne à la liberté qui sera présenté le 17 janvier à la ferme de Bel-et-Bas avant une forme plus légère en mars à la Maison de la Poésie, voici Isabelle Olivier dans le kiosque.
C'est un livre d'Italo Calvino qui s'appelle Le Baron perché. Je l'ai lu quand j'avais 11-12 ans et c'est vrai que c'est un livre qui m'a accompagnée à différentes étapes de ma vie et qu'à chaque étape de ma vie, finalement, je voyais le même livre mais décliné avec on va dire, des reliefs différents et qui m'a toujours amenée à des réflexions profondes. Quelque chose de très philosophique qui est le droit à la différence, qui est qu'est-ce que c'est que d'être libre, qu'est-ce que c'est que, on va dire, vivre en harmonie avec la nature, qu'est-ce que c'est que être en harmonie avec les hommes. Et ce jeune garçon de 11-12 ans qui dit non à un plat d'escargot va avoir cette envie de vivre dans un arbre et de plus jamais revenir sur Terre. À travers cette fable, finalement, se déroule une partie de l'humanité qui est totalement contemporaine. Mon album précédent était une déclinaison de chansons. Quand je suis arrivée à la fin de ces chansons, j'avais envie de partir sur une histoire construite. Et la notion d'opéra jazz m'a vraiment piqué de curiosité et de passion et d'envie. Et effectivement, cette histoire-là se prête extrêmement bien au jazz, parce que ce jeune homme qui part vivre seul dans son arbre, quelque part, improvise sa vie, mais en même temps en ayant cette capacité d'innover. Et que quelque part, pour moi, le jazz, c'est un peu ça. C'est cet esprit libre et d'innover à partir d'une tradition musicale qui est à la fois la tradition européenne de Debussy, de Ravel, de tous ces grands maîtres, et aussi de ce qu'a apporté les États-Unis sur le rythme. On continue en musique avec cet opéra qui vous est proposé ce week-end. L'Élysire d'Amoret, sous la direction de David Stern, sera joué ce samedi 17 janvier à 20h30 au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Pensez à réserver sur le site de Kiosque. Il y en a pour tous les goûts, pas de jaloux, les amateurs de jazz sont servis aussi. Cette fois-ci, ça se passe au Prisme d'Elancourt, samedi à 21h. Cécile McLaurin-Salvant, virtuose de l'univers du jazz vocal, y sera en représentation. Je vous propose un extrait. Et enfin, les amateurs y trouvent aussi leur compte ce week-end, car un karaoké vous est proposé à Trappes. Deux passionnés s'arrêtent à la médiathèque Anatole France ce samedi. Rendez-vous dès 15h. Allez, on passe au sport avec du badminton. Le Palais des Sports d'Elancourt accueille un tournoi national ouvert aux joueurs classés et non classés en double et double mixte. L'entrée est libre et ouverte à tous. Place maintenant à l'actualité cinéma. Et tout de suite, les sorties ciné de la semaine et les avis des spectateurs au micro d'Élodie Moine. J'adore et c'est un film qui traite des souvenirs d'une enfant qui est abandonnée, qui recherche son passé. Mais moi j'adore, je suis une fanat de manga, donc tout ce qui est manga, dès que ça sort, je vais voir. J'étais un peu déçu quand même. Il y avait beaucoup d'allers-retours, de flashbacks, peut-être trop, et on finit par s'y perdre un peu dans le film. Il était très bien tourné, très bien monté, émouvant, vraiment bien. Alors c'est un film très émouvant, on passe du rire aux larmes rapidement, et non, on ne sort pas indifférent, surtout sur le sujet des grands-parents, qu'est-ce qu'on en fait à partir d'un certain âge, quoi. Puis Annie Cordy joue super bien, ils sont tous vraiment très crédibles, quoi. C'est un film qui est génial, plein d'amour, touchant. J'aime beaucoup Michel Blanc. Là, il a un foutu caractère, c'est très drôle. Et Annie Cordy est touchante. Voilà, les jeunes, les vieux, la vie, c'est superbe. Un humour, mais extraordinaire. J'oserais dire à la Harakiri, à la Charlie Hebdo.
un film argentin a hurlé de rire sur une dénonciation sociale. Et notre coup de cœur de la semaine, c'est celui de Luc Bocan du Ciné 7 d'Elancourt. Alors bonjour, donc mon coup de cœur, le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine, c'est un film noir, parce que nous aimons les films noirs au Ciné 7, un polar même, l'affaire SK1. Donc ça raconte en fait la traque du premier serial killer français. C'est un film de Frédéric Tellier qui est très réussi, qui est très intense, très nerveux, avec un beau casting, puisque à l'affiche on a Nathalie Baye, Olivier Gourmet, Raphaël Personnaz. Voilà, donc je vous encourage, après La French de Cédric Jiménez, de nouveau un polar français. Depuis le début, on tombe que sur des suspects qui collent pas. Pour moi, il y a quelque chose qui demande à sortir. 28 ans, violé puis égorgé. 23 ans, violé et égorgé dans l'année. Il se peut que le type soit revenu. La réalité, c'est qu'il y a des liens possibles, mais pas certains. Il tue, il s'arrête 3 ans, il recommence. On travaille mal, tous, on travaille mal. Le code génétique a été baptisé SK1, Serial Killer numéro 1. C'est le premier tueur en série dont on a l'empreinte génétique. Et puis aussi un deuxième petit coup de cœur pour une soirée qu'on organise avec une association qui s'appelle La Brise du Mammouth, qui a été montée par deux jeunes, Élan-Courtois et Morpazien. Et on fait une soirée zombie, donc vendredi à partir de 21h, et on projettera 2 films, Zombie 2 et De la Morte et de l'Amore. Voilà. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès lundi sur TV Fil. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.